Le silence est comme un marteau invisible. Il ne fait pas de bruit, mais chaque coup construit la structure de ta vie. Alors que d'autres usent leur voix en essayant de convaincre le monde de ce qu'ils sont, tu peux choisir une autre voie, celle de te forger en silence, sans applaudissements ni spectateurs. Parce que les réalisations les plus solides ne s'annoncent pas, elles se démontrent. La discipline n'a pas besoin de témoins, la constance ne demande pas la permission, et le caractère se révèle quand personne ne regarde. Nous vivons dans une société qui idolâtre le bruit, où tout le monde veut donner son avis, montrer, prétendre. Mais dis-moi, quelle valeur a un mot vide face à un fait qui transforme les réalités? Le bruit est oublié, l'écho s'éteint, mais le résultat reste. La vérité est dure. Si tu n'apprends pas à construire en silence, tu finiras par être esclave de l'approbation des autres. Et celui qui dépend d'être vu n'aura jamais la paix. Ce message n'est pas un beau discours, ni une consolation bon marché. C'est un appel sérieux, direct et sans fioriture. Ici, il ne s'agit pas de parler de ce que tu veux réaliser. Il s'agit de faire face à l'inconfort, de rester ferme dans ce que tu choisis, de supporter le poids de la constance, même si cela fait mal. Parce que le silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. La discipline n'est pas un sacrifice, c'est la liberté. La constance n'est pas ennuyeuse, c'est la racine de toute véritable croissance. Si tu es arrivé jusqu'ici, reste. Parce que ce qui suit ne sont pas des phrases pour te motiver un moment puis oublier, ce sont des leçons qui peuvent te débarrasser du bandeau sur tes yeux. Des leçons pour que tu comprennes que le pouvoir n'est pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu fais, encore et encore, jusqu'à ce que la vie n'ait d'autre choix que de reconnaître ta force. 1. Avance en silence et laisse tes résultats parler pour toi. La rivière n'a pas besoin de crier pour se frayer un chemin. Elle avance simplement, constante, silencieuse, jusqu'à ce que sa force finisse par sculpter la pierre la plus dure. C'est l'essence du silence. Il ne fait pas de bruit, mais laisse des traces que personne ne peut effacer. Dans un monde où tout le monde veut être entendu, où les médias sociaux deviennent des vitrines de fausses victoires et de succès maquillés, le véritable pouvoir n'est pas dans ce qui est crié, mais dans ce qui est démontré par des actes. Le bruit est fragile, il se dissipe rapidement, mais les résultats solides restent comme des témoins indéniables de ta discipline et de ta constance. Quand tu choisis d'avancer en silence, tu te libères du poids de l'approbation externe. Personne ne sait ce que tu prévois. Personne ne peut donner son avis sur ce que tu ne montres pas encore. Personne ne peut saboter un processus qui se déroule dans l'obscurité de ton effort. Le silence devient ton armure et ta stratégie. Avancer en silence ne signifie pas se cacher par peur. Cela signifie avoir le courage de travailler sans avoir besoin d'applaudissements ni de témoins. Cela signifie avoir assez confiance en toi pour savoir que le jour où tu montreras ce que tu as construit, il n'y aura plus d'arguments pour le nier. La plupart des gens parlent trop parce qu'ils ont besoin de remplir de mots ce qu'ils ne peuvent pas soutenir par des actions. Ils promettent, exagèrent, inventent. Mais quand vient le moment de prouver, la réalité les écrase. Tu ne peux pas tomber dans ce piège. La vie ne récompense pas les promesses, elle récompense les résultats. La voix qui compte vraiment est celle de tes réalisations, celle qui se fait entendre sans que tu prononces un seul mot. Le silence n'est pas passivité, c'est un feu interne contenu, c'est de l'énergie qui se transforme en acte concret. Pense aux grands changements de ta vie. Sont-ils arrivés parce que tu les as criés au monde ou parce que tu as osé travailler, soutenir l'effort dans l'ombre jusqu'à ce qu'un jour les autres ne puissent plus l'ignorer? Le silence te protège de la pression extérieure, te donne de l'espace pour te tromper sans être jugé, t'offre un terrain fertile où tes idées peuvent grandir sans la contamination d'opinions inutiles. Chaque pas silencieux est une déclaration d'indépendance face au bruit extérieur. Beaucoup sont obsédés par l'idée d'être vus rapidement, de briller sans avoir rien construit. Cette obsession est un poison, car le désir de reconnaissance immédiate tue la patience, et sans patience, il n'y a pas de grandeur.
Avancer en silence est un rappel brutal que ce qui compte n'est pas ce que les autres pensent de toi, mais ce que tu es capable de créer quand personne ne t'applaudit. Tes résultats seront ta voix, et cette voix sera si forte que même ceux qui ont douté devront l'écouter. C'est de la discipline pure, c'est se lever chaque jour pour travailler sur ce qui compte, même si personne ne le sait. C'est choisir la constance plutôt que l'approbation. C'est renoncer au spectacle pour rester avec la vérité. Parce que ce qui est construit en silence ne dépend pas des modes ni des applaudissements, cela dépend de la force de ton caractère et de ton engagement envers ce que tu dis vouloir. Et quand viendra le moment où ton effort portera ses fruits, tu n'auras plus besoin d'explications ni de justifications, car tes actes parleront pour toi. 2. Fais en sorte que tes actes crient plus fort que tes mots. Une graine n'annonce pas qu'elle va grandir, elle brise simplement la terre et devient un arbre. Elle n'a pas besoin de discours pour démontrer sa force. Elle le fait avec des racines profondes et des branches qui s'étendent vers le ciel. C'est ainsi que sont les faits. Ils parlent sans avoir besoin de mots. Ils crient sans élever la voix. En revanche, les mots seuls sont fragiles. Le vent les emporte. On les oublie facilement. Ce qui reste, c'est ce que tu fais, ce que tu construis, ce que tu es capable de soutenir avec constance. Nous vivons à une époque où tout le monde dit, tout le monde donne son avis, tout le monde veut impressionner avec des phrases qui semblent sages. Mais quand vient l'heure de vérité, la plupart sont à court, parce que parler est facile et agir demande du caractère. Le monde est plein de promesses vides, de déclarations sans fondement, de plans qui ne se réalisent jamais. Et c'est là que se distingue celui qui a vraiment de la discipline, en laissant ses actes parler pour lui. Le bruit des mots émeut pour un moment, mais les faits imposent le respect pour toujours. Personne ne peut discuter avec des résultats clairs. Tu peux contredire une opinion, mais tu ne peux pas nier un fait. C'est la force de l'action. Elle ne laisse pas de place aux débats inutiles. Elle ne laisse pas de doute, elle montre simplement la vérité. Celui qui accomplit ce qu'il se propose n'a pas besoin de convaincre, car sa vie devient l'argument le plus solide. Le stoïcisme le résume bien. Il ne s'agit pas de dire que tu es vertueux, mais de vivre avec vertu. Tes actions doivent être ta carte de visite. Ne dis pas que tu es discipliné. Montre-le en te levant chaque jour pour accomplir ton devoir. Ne dis pas que tu es fort. Laisse ta résistance à l'adversité le confirmer. Ne dis pas que tu as de grands rêves. Travaille jusqu'à ce qu'ils deviennent impossibles à ignorer. Parler trop vole aussi de l'énergie. Chaque fois que tu racontes ce que tu vas faire, tu anticipes le résultat et tu t'épuises. De plus, tu risques de te retrouver piégé dans les attentes des autres. En revanche, lorsque tu choisis de te taire et d'agir, tu restes libre. Tu n'as pas besoin d'expliquer, tu n'as pas besoin de te défendre, tu as juste besoin d'avancer. Laisse tes actes être ceux qui crient. Laisse chaque action être un message silencieux que personne ne peut réfuter. Que ta discipline se voie dans ta constance, que ton caractère se remarque dans ta façon de faire face aux difficultés. Les mots sont oubliés, les faits restent. Et quand ta vie sera remplie de résultats, tu verras que tu n'as plus besoin de parler, parce que l'écho de tes actions sera beaucoup plus fort que n'importe quel discours. 3. Concentrez-vous sur vous-même sans vous sentir coupable. Un miroir ne s'excuse pas de refléter ce qui est devant lui. Il montre simplement la vérité. Vous devriez être ainsi, quelqu'un qui se concentre sur son propre reflet, sur son propre chemin, sans avoir besoin de se justifier devant les autres. Nous vivons dans une culture qui glorifie le sacrifice pour l'approbation d'autrui, qui célèbre lorsque vous donnez votre énergie, votre temps et même votre paix pour plaire aux autres. Mais le prix à payer pour vivre ainsi est de vous perdre vous-même. Se concentrer sur soi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie, c'est de l'intelligence, c'est la reconnaissance que si vous n'êtes pas bien avec vous-même, rien de ce que vous faites pour les autres n'aura de véritable valeur. Beaucoup se sentent coupables de se prioriser, comme si prendre soin de soi était un acte de trahison. Cette culpabilité est un piège, un poison déguisé en vertu,
Parce que pendant que vous portez le poids de satisfaire tout le monde, les autres continuent leur vie sans se soucier de la vôtre. Et le plus cruel est que cela ne sera jamais suffisant. Vous donnerez tout et il y aura toujours quelqu'un qui exigera plus. C'est pourquoi le premier acte de véritable discipline est d'apprendre à mettre votre énergie là où elle compte le plus, en vous. Se concentrer sur soi ne signifie pas mépriser les autres. Cela signifie arrêter de mendier la validation. Cela signifie travailler sur vos objectifs sans vous arrêter pour l'opinion extérieure. Cela signifie écouter votre voix intérieure plus que le bruit extérieur. Chaque fois que vous choisissez votre propre chemin, même lorsque les autres ne le comprennent pas, vous construisez un caractère solide. Parce que celui qui vit en essayant de plaire ne vit jamais en liberté, il survit seulement dans des chaînes invisibles. Le stoïcisme l'enseigne clairement. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent de vous, mais vous pouvez contrôler votre effort, votre attitude, votre façon de réagir. Et c'est là la clé. Ne perdez pas la vie en essayant de changer le regard des autres, perdez la peur de décevoir et concentrez-vous sur ce qui dépend de vous. C'est là la véritable force. Demandez-vous, combien de fois avez-vous arrêté de progresser par peur d'être critiqué ? Combien d'opportunités avez-vous laissé passer parce que vous avez privilégié le qu'en dira-t-on ? Chaque renoncement à vous-même est un coup porté à votre propre dignité. Et avec le temps, le prix de ces renoncements devient insupportable. La culpabilité que vous ressentez en vous concentrant sur vous-même est un mirage, un écho des attentes sociales, pas une vérité. Faites de votre vie votre priorité. Travaillez en silence, renforcez votre esprit, prenez soin de votre corps, nourrissez votre âme. Vous n'avez pas besoin d'explications, vous n'avez pas besoin de demander pardon pour vous construire. Celui qui vous apprécie vraiment le comprendra, et celui qui ne le comprend pas n'a jamais été de votre côté. Se concentrer sur soi-même est le plus grand acte de respect, car lorsque vous êtes complet, ce que vous partagez peu avec les autres a plus de valeur que tout ce que vous avez donné vide. 4. Mets ta paix intérieure au-dessus de l'approbation externe. La mer ne demande pas la permission de bouger, elle suit simplement son cours, sereine ou furieuse, peu importe si quelqu'un l'approuve ou la critique. Ta paix devrait être ainsi, indépendante, inébranlable, sans se soumettre aux caprices des regards extérieurs. Si tu décides que ta tranquillité dépend de l'opinion des autres, alors tu laisses n'importe qui avoir le pouvoir de ruiner ta journée. Et c'est la plus grande faiblesse que tu peux te permettre. La réalité est que beaucoup vivent comme des esclaves de l'approbation externe. Ils publient leur vie en attendant des applaudissements, prennent des décisions pour être acceptés, façonnent leur caractère pour s'adapter à un moule qui ne leur appartient pas. Et même s'ils obtiennent parfois de la reconnaissance, ils en ont toujours besoin de plus. C'est une addiction dangereuse. Plus tu la cherches, plus tu te vides. Parce que l'approbation est éphémère et ce qui est célébré aujourd'hui est critiqué demain. Le stoïcisme enseigne que la seule chose que tu peux gouverner est ton intérieur. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent, ni comment ils réagissent, mais tu peux décider si tu donnes ta paix ou si tu la protèges comme le trésor le plus précieux. Et quand tu comprends cela, tu arrêtes de mendier de la reconnaissance. Tu découvres que ta vie n'a pas besoin de spectateurs, elle a juste besoin de cohérence entre ce que tu ressens, penses et fais. La paix intérieure devient un acte de discipline. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la fermeté. C'est choisir de ne pas réagir à chaque critique, c'est maintenir ton calme, même si on te provoque. C'est rester fidèle à toi-même, même si tu déçois les autres. Parce que le véritable échec n'est pas de déranger quelqu'un, mais de te trahir par peur de perdre son approbation. Et quand tu tombes dans ce piège, la facture arrive toujours. Anxiété, frustration et vide. Demande-toi, combien de fois as-tu dit oui quand tu voulais dire non? Combien de nuits as-tu senti que tu portais le poids de vivre une vie qui n'est pas la tienne? Chaque concession à l'approbation externe est une brique de moins dans le mur de ta paix. Et si tu ne la protèges pas, un jour tu découvriras qu'il ne reste rien pour te soutenir.
La société veut du bruit, de l'apparence, de l'obéissance. Mais ton devoir envers toi-même est plus grand. Préserver ta paix, même si on te juge pour cela. Parce que la paix ne se négocie pas, ne se vend pas, ne se donne pas en échange de flatterie. Elle est à toi, et il ne dépend que de toi de la maintenir ferme. La mer n'a pas besoin d'applaudissements pour être immense, et tu n'as pas besoin d'approbation pour être libre. Choisis ta paix au-dessus de toute voie externe, et tu verras comment ta vie devient plus solide que n'importe quelle reconnaissance passagère. 5. Pratiquez la compassion avec des limites claires, sans sacrifier votre dignité. Le feu réchauffe et donne la vie lorsqu'il est contrôlé, mais si vous le laissez se propager sans mesure, il consume tout sur son passage. Il en va de même pour la compassion, nécessaire, humaine et puissante, mais si vous ne lui imposez pas de limite, elle devient une arme contre vous. Aider sans mesure, donner sans conscience et porter ce qui ne vous appartient pas peut sembler noble, mais cela finit par vous détruire de l'intérieur. La véritable compassion n'est pas de se sacrifier jusqu'à se perdre, mais d'apprendre à donner sans renoncer à sa propre dignité. Beaucoup pensent que être compatissant signifie tout supporter, tolérer les abus, se taire face à l'injustice ou vivre comme des sauveurs éternels des problèmes des autres. Cette vision est erronée et dangereuse. La compassion ne doit pas être confondue avec la faiblesse ni avec l'esclavage émotionnel. Être compatissant implique de comprendre la douleur de l'autre, de tendre la main quand c'est juste, mais aussi de reconnaître quand cet acte commence à briser votre paix et votre intégrité. Le stoïcisme enseigne que la vertu réside dans l'équilibre. Il ne s'agit pas d'être froid ou de se fermer au monde, mais pas non plus de se perdre dans la vie des autres en oubliant la vôtre. Pratiquer la compassion avec des limites est un acte de sagesse, car vous reconnaissez que vous ne pouvez pas porter le destin de tous. Et même si l'ego veut sentir que vous êtes indispensable, la vérité est que vous ne l'êtes pas. Chaque personne a son chemin et ses responsabilités, et essayer de vivre pour eux ne fait que ruiner le vôtre. Mettre des limites claires ne signifie pas être égoïste, cela signifie se respecter. Cela signifie comprendre que votre énergie est finie et que si vous la donnez sans filtre, vous finirez vide. Lorsque quelqu'un franchit ses limites, lorsque son besoin devient un abus, la chose la plus compatissante que vous pouvez faire est de l'arrêter. Parce que si vous vous détruisez en donnant, à la fin, il ne restera rien à offrir. La véritable compassion naît de la force, pas du martyre. Demandez-vous, combien de fois avez-vous dit oui à des choses que vous saviez épuisantes par peur de mal paraître? Combien de fois avez-vous aidé quelqu'un qui ne valorisait même pas votre effort? Ce genre de don n'est pas de la compassion, c'est de l'auto-abandon. Et chaque fois que vous choisissez l'auto-abandon, votre dignité s'érode. La compassion avec des limites est différente. Vous aidez parce que vous le voulez, pas parce qu'on vous y oblige. Vous accompagnez sans perdre votre chemin. Vous donnez ce que vous pouvez sans vous vider. Et quand vient le moment de dire « jusqu'ici », vous le dites sans culpabilité. Ce non, ferme, est aussi un acte d'amour, car il protège ce que vous êtes et empêche les autres de s'habituer à piétiner votre valeur. Souvenez-vous de ceci. La compassion sans dignité n'est pas une vertu. C'est de l'esclavage déguisé. Et celui qui s'esclavise pour plaire ne pourra jamais vivre en paix. Aidez, oui, mais sans vous perdre. Donnez, mais sans permettre que votre feu se consume. Votre dignité est la ligne qui sépare l'amour véritable de la destruction. Protégez-la toujours, car celui qui la respecte trouve la force d'être véritablement compatissant. 6. Construis ton caractère à travers des habitudes constantes et disciplinées. Un mur ne se construit pas avec une seule brique. Il se construit en posant une après l'autre, jour après jour, jusqu'à ce que la structure soit si solide qu'elle résiste au passage du temps. C'est ainsi que fonctionne ton caractère. Il ne se forme pas avec des mots ni avec des intentions vides, mais avec des habitudes répétées qui, bien qu'elles semblent petites, façonnent l'essence de ce que tu es. Chaque décision que tu prends, chaque action que tu maintiens en silence, est une brique qui renforce ou affaiblit ton caractère.
Le problème est que beaucoup attendent de grands changements du jour au lendemain. Ils veulent se transformer en personnes fortes et disciplinées sans passer par le processus qui forge la véritable force. Le caractère ne se construit pas dans les moments de confort, il se forge dans la routine, dans la constance, dans ces batailles quotidiennes qui semblent insignifiantes, mais qui, avec le temps, te définissent. C'est se lever tôt, même si tu n'en as pas envie. C'est tenir ta parole, même si personne ne te regarde. C'est résister à la tentation d'abandonner lorsque le chemin devient difficile. Le stoïcisme enseigne que ce que nous faisons chaque jour compte plus que ce que nous disons vouloir faire. Il ne suffit pas d'avoir des idéaux, il faut les vivre. Et les vivre nécessite de la discipline, la capacité de rester ferme, même lorsque ton esprit cherche des excuses pour abandonner. Il est facile de parler de grandeur, il est difficile de maintenir les habitudes qui la construisent. Parce que la grandeur n'est pas atteinte en un instant, elle se cultive pas à pas, comme la rivière qui sculpte le rocher avec une patience implacable. Tes habitudes sont le reflet de ton caractère. Si tu es constant, ton caractère se renforce. Si tu es inconstant, ton caractère s'affaiblit. Personne ne naît avec la discipline faite, elle s'entraîne. Chaque fois que tu choisis la constance sur la paresse, tu entraînes ton caractère. Chaque fois que tu tiens ce que tu t'es promis, tu renforces ta propre confiance. Et chaque fois que tu cèdes au confort, tu donnes du pouvoir à la faiblesse qui te maintient stagnant. Demande-toi, quelles habitudes maintiens-tu aujourd'hui qui façonnent la personne en qui tu veux te transformer? Si tes actions quotidiennes ne reflètent pas tes idéaux, alors tu construis un mur fragile qui s'effondrera au premier coup. Le caractère ne s'improvise pas, il se prépare, et il se prépare dans la discipline quotidienne qui n'a pas besoin de témoins. Rappelle-toi ceci, le monde ne respecte pas tes intentions, il respecte ton caractère. Et ton caractère est le résultat de ce que tu répètes chaque jour. Fais de tes habitudes ton plus grand outil de construction. Construis ta vie avec discipline, pose chaque brique avec constance, et quand tu regarderas en arrière, tu verras que tu as construit un mur si solide que rien ne pourra le renverser. 7. Transforme le doute et la critique en carburant pour grandir. Le vent qui tente d'éteindre une flamme faible est le même qui attise un feu fort. C'est ainsi que fonctionnent le doute et la critique. Ils peuvent t'étouffer si ton intérieur est fragile, mais si tu apprends à les utiliser, ils deviennent l'air qui alimente ta croissance. Personne n'avance dans la vie sans faire face à des voix qui questionnent, sans rencontrer des regards qui doutent ou des mots qui cherchent à décourager. La clé n'est pas d'éviter ces situations, mais de transformer chaque coup en élan, chaque doute en motivation et chaque critique en une raison supplémentaire de rester ferme. Beaucoup s'arrêtent parce qu'ils ont peur d'être jugés. Ils se paralysent à l'écoute d'une critique ou lorsque quelqu'un met en doute leur capacité. Et c'est compréhensible, car le jugement fait mal, car personne ne veut se sentir pointé du doigt. Mais cette réaction ne fait que démontrer la dépendance à l'approbation des autres. Le stoïcisme enseigne que tu ne contrôles pas ce que les autres disent ou pensent, la seule chose qui est entre tes mains est la façon dont tu réponds. Tu peux te laisser couler par leurs paroles ou les transformer en rappel que ta valeur ne dépend de personne d'autre. Chaque critique peut être un miroir. Certaines révèlent des vérités que nous ne voulons pas accepter. Et c'est là l'occasion de grandir. D'autres naissent du poison de l'envie, et dans ce cas, elles sont la preuve que tu avances plus que tu ne le penses. Si tu apprends à distinguer entre les deux, tu ne perdras jamais. Parce que si la critique est vraie, elle te corrige et te renforce. Et si elle est fausse, elle t'entraîne en résilience et te pousse à continuer sans dépendre des autres. Il en va de même pour le doute. Quand quelqu'un te dit que tu ne peux pas, tu peux l'interpréter comme une sentence ou comme un défi. Celui qui abandonne prouve que le doute avait raison, mais celui qui avance transforme ce doute en l'étincelle qui allume sa détermination. Pense à tous ceux qui ont un jour accompli l'impossible. La plupart étaient chargés de l'incrédulité des autres, mais ils ont choisi de faire de ces doutes du carburant, pas des chaînes. La vie mettra toujours des obstacles sur ton chemin et il y aura toujours des voix qui questionneront ta route. Tu ne peux pas les faire taire,
mais tu peux décider que chaque mot contre toi soit un pas de plus en avant. C'est l'attitude de celui qui transforme l'adversité en pouvoir. Il ne se plaint pas, il ne se justifie pas, il démontre simplement par des faits qu'aucune critique n'a la force de l'arrêter. Rappelle-toi ceci, les jugements des autres ne définissent pas qui tu es, ils exposent seulement qui ils sont. Ta tâche est de transformer ce bruit en énergie, ce doute en élan, et cette critique en entraînement. Fais en sorte que chaque coup te rende plus fort et que chaque mot contre toi soit le carburant qui te rapproche de ta version la plus améliorée. 8. Change ton focus du problème à la possibilité. Une boussole n'élimine pas les montagnes ni les rivières du chemin, mais elle te rappelle dans quelle direction avancer. C'est ainsi que ton esprit doit fonctionner, non pas concentré sur l'obstacle qui se trouve devant toi, mais sur la direction de la solution. Lorsque tu fixes ton regard uniquement sur le problème, celui-ci devient plus grand, te consume, te paralyse. Mais lorsque tu décides de voir la possibilité, tu trouves des routes qui semblaient auparavant invisibles. Le changement n'est pas dans ce que tu affrontes, mais dans la façon dont tu l'interprètes. L'erreur la plus courante est de rester coincé dans la plainte. Des personnes qui parlent sans cesse de la difficulté, de l'injustice, de l'impossibilité. Et pendant qu'elles gaspillent leur énergie à répéter la même chose, elles ne font rien pour le transformer. Le problème n'est pas le problème en soi, c'est l'attitude avec laquelle tu l'affrontes. Le stoïcisme enseigne que l'extérieur ne dépend pas de toi. Ce qui dépend de toi est ta réponse. Cette différence est celle qui sépare ceux qui coulent de ceux qui avancent. Quand tu te concentres sur les possibilités, l'esprit passe du mode victime au mode créateur. Tu commences à voir des opportunités là où d'autres voient des barrières. Si tu perds un emploi, tu ne le vois pas seulement comme une perte, mais comme une porte pour te réinventer. Si une relation se brise, au lieu de rester coincé dans la douleur, tu l'interprètes comme un espace pour grandir et te retrouver. Cette capacité à transformer le regard est ce qui transforme l'adversité en maître. Il ne s'agit pas de nier la difficulté. Être conscient de la réalité fait partie de la force. Les problèmes existent et feront mal, mais ils n'ont pas à dicter ton destin. La discipline consiste à entraîner ton esprit à se demander « Que puis-je faire avec ça? Quelle leçon y a-t-il ici? Quel chemin s'ouvre à partir de ce coup ?» Ce sont des questions inconfortables, mais ce sont aussi des clés qui ouvrent des portes que la plainte ne pourra jamais ouvrir. Le monde aura toujours des difficultés, tu ne peux pas changer cela. Ce que tu peux décider, c'est si tu restes coincé dans l'obscurité du problème ou si tu allumes la lumière de la possibilité. Chaque situation adverse cache une opportunité d'apprentissage, de changement ou de croissance. Et celui qui apprend à la chercher, même au milieu du chaos, trouve de la force là où d'autres ne voient que la défaite. Rappelle-toi ceci, le problème est l'épreuve, la possibilité est la réponse. Si tu entraînes ton regard à voir au-delà de l'évident, tu découvriras que rien n'est un mur absolu, tout peut devenir un chemin. Change ton focus, et tu verras que ce qui semblait auparavant un fardeau se transformera en une opportunité d'aller plus loin que tu ne l'imaginais. 9. Reste toujours en apprentissage et curieux. L'eau qui reste immobile finit par pourrir, tandis que celle qui coule reste claire et vivante. Il en va de même pour l'esprit. Si tu cesses de le nourrir avec l'apprentissage et la curiosité, il stagne, se contamine et perd sa force. Croire que tu sais déjà tout est la mort silencieuse de la croissance, car l'arrogance ferme les portes que la curiosité ouvre facilement. Rester en constant apprentissage n'est pas une option. C'est une nécessité si tu veux être fort, adaptable et véritablement libre. Le problème de beaucoup est qu'ils confondent expérience et sagesse. Avoir des années derrière soi ne signifie pas avoir appris. Répéter les mêmes erreurs n'est pas grandir, et accumuler des réussites ne garantit pas la clarté. L'arrogance intellectuelle est dangereuse, car elle te convainc que tu n'as pas besoin de t'améliorer. Et à l'instant où tu le crois, tu commences à reculer. Le monde change, la vie évolue, et si tu ne t'adaptes pas, tu restes coincé dans tes vieilles certitudes. Le stoïcisme souligne l'importance d'être un étudiant
toute sa vie. Marc Aurèle, en tant qu'empereur, l'homme le plus puissant de son temps, continuait à écrire des réflexions en tant qu'apprenti de lui-même. C'est un rappel que tu n'arrives jamais au point final de la connaissance, seulement au niveau suivant de compréhension. La véritable grandeur ne réside pas dans le fait de se croire détenteur de la vérité, mais dans la reconnaissance de combien tu ignores et la volonté d'apprendre chaque jour. Garder la curiosité est un acte de discipline. Cela signifie observer attentivement, poser des questions, accepter que tu n'as pas toutes les réponses et chercher dans chaque expérience une leçon. Même de la critique tu peux apprendre, même des erreurs des autres tu peux obtenir de la clarté, même de l'échec tu trouves de la sagesse si tu sais regarder. Celui qui cesse d'apprendre par orgueil devient l'esclave de sa propre ignorance. Demande-toi, quand a été la dernière fois que tu as permis d'écouter sans interrompre? Quand as-tu cherché à apprendre quelque chose de nouveau au lieu de répéter la même chose encore et encore? Chaque jour que tu passes à croire que tu sais, tout est un jour perdu dans ton évolution. Et chaque jour que tu choisis la curiosité, la vie t'ouvre une porte de plus. L'apprentissage constant n'est pas accumuler de l'information, c'est te transformer avec ce que tu découvres. C'est lire, observer, réfléchir, te tromper et réessayer. C'est accepter que le chemin de la sagesse ne se termine jamais. Lorsque tu gardes ta curiosité vivante, ton esprit s'élargit et ton caractère se renforce. Rappelle-toi ceci, celui qui croit tout savoir est déjà mort en vie, car il a fermé la porte à la croissance. Celui qui reste humble et curieux reste vivant, car chaque jour, il trouve une raison d'être meilleur que la veille. 10. Embrasse la constance comme ta plus grande alliée. La pluie ne perce pas la pierre avec une averse soudaine. Elle le fait avec des gouttes constantes qui tombent encore et encore jusqu'à laisser leur marque indélébile. C'est la force de la constance. Elle n'éblouit pas au début. Elle ne fait pas de bruit immédiat. Mais avec le temps, elle construit ce qui semblait impossible. La vitesse peut impressionner, mais la constance transforme. Celui qui mise sur la course rapide peut se fatiguer et abandonner. Mais celui qui avance fermement, sans s'arrêter, va toujours plus loin. Nous vivons dans une société obsédée par les résultats immédiats. Nous voulons tout maintenant, rapidement, sans patience ni processus. Cette mentalité est celle qui fait que beaucoup abandonnent lorsqu'ils ne voient pas de progrès immédiat. Ils se frustrent parce qu'ils ne comprennent pas que le véritable succès ne se mesure pas à la hâte, mais à la capacité de maintenir l'effort dans le temps. La constance est l'art de continuer à bouger, même lorsque les autres abandonnent. Le stoïcisme enseigne que la grandeur n'est pas atteinte en un jour. Elle est forgée dans la répétition quotidienne de petites actions. Il ne s'agit pas de faire quelque chose d'extraordinaire une seule fois, mais de le faire encore et encore, jusqu'à ce qu'il devienne une partie de toi. La discipline donne forme, mais c'est la constance qui maintient cette forme jusqu'à ce qu'elle devienne un caractère. Et celui qui maîtrise la constance ne dépend plus de la motivation, il dépend de son propre engagement. Chaque pas que tu fais, même s'il semble minime, est une brique de plus dans la construction de ta vie. Beaucoup se concentrent sur la course, mais oublient que l'important est de ne pas s'arrêter. Tu peux aller plus lentement que les autres, mais si tu es constant, tu finiras par dépasser ceux qui courent vite et se fatiguent. Le temps récompense toujours celui qui sait résister et maintenir le cap. Demande-toi, combien de fois as-tu abandonné un objectif parce que tu n'as pas vu de résultats immédiats? Combien de fois as-tu abandonné une habitude parce qu'elle ne semblait pas porter ses fruits? Ce que tu n'as pas vu, c'est que chaque jour tu semais, et en renonçant, tu arrachais la graine avant qu'elle ne germe. La constance exige de la patience, elle exige de faire confiance au processus plus qu'à la hâte. Le véritable succès est silencieux, il est le fruit de la somme des jours où tu as choisi d'avancer même si personne ne le remarquait. Et quand il arrive enfin, il ne le fait pas comme un coup soudain, mais comme le résultat inévitable d'une vie soutenue par la discipline. Rappelle-toi ceci, la vitesse peut impressionner, mais c'est la constance qui définit. Embrasse la constance comme ton allié la plus fidèle, car tandis que d'autres s'épuisent dans des courses courtes,
tu construiras un chemin solide qui te mènera plus loin que tu ne l'imaginais. Un mur ne s'effondre pas avec des cris, il s'use en silence. Il en va de même pour la dignité, elle n'a pas besoin de se défendre, juste de se retirer. Quand une personne s'éloigne sans faire de bruit, mais avec les yeux fermes et la tête haute, elle laisse une empreinte plus profonde que n'importe quel discours. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui cherchent à confronter, elle est pour ceux qui sont prêts à transcender. Parce que quand le respect disparaît, quand le traitement devient indifférence, moquerie ou manipulation émotionnelle, on ne répond pas avec des larmes ou des scandales. On répond par l'absence, par une froideur stoïcienne, par un retrait qui fait plus mal que n'importe quel mot. Il y a un type de force qui n'a pas besoin de scène, qui n'a pas besoin de témoins. C'est la force intérieure que tu choisis chaque fois que tu décides de ne pas tomber dans les provocations, de ne pas supplier, de ne pas expliquer davantage. Et c'est précisément là que naît le véritable pouvoir. Celui qui ne s'impose pas par la violence, mais qui se manifeste avec calme. Celui qui ne demande pas de reconnaissance parce qu'il se reconnaît déjà lui-même. Cette vidéo est un guide de transformation silencieuse pour celui qui a été ignoré, trahi, rabaissé ou utilisé. Pour celui qui en a eu marre de mendier de la clarté et a décidé de la construire en lui. Inspiré par la philosophie stoïcienne, ici nous ne parlons pas de réactions émotionnelles, mais de stratégie émotionnelle. Pas de crier ta valeur, mais de l'incarner. Chaque leçon que tu vas écouter va t'apprendre à te retirer non pas de la colère, mais de l'intelligence, à imposer des limites sans élever la voix, à disparaître sans te perdre, à guérir sans chercher à ce qu'on le remarque. Parce que quand on devient silence, mais un silence conscient, mature, ferme, on ne peut plus être utilisé, blessé, manipulé. Et c'est l'acte le plus élevé de respect de soi. Reste jusqu'à la fin. Non pas parce que nous le disons, mais parce que si tu es arrivé jusqu'ici, tu n'es plus la même personne qui a permis ce qui t'a une fois brisé. Tu es prêt à parler la langue des sages, celle du silence qui change tout. 1. Retire l'accès sans donner d'explication. Fermer une porte ne nécessite pas toujours un claquement. Parfois, il suffit de tourner la clé de l'intérieur et de disparaître par l'escalier du silence. C'est l'essence de cette première leçon. Parce que tout ce qui vous fait mal ne mérite pas une explication. Ni tout celui qui vous a blessé a le droit de savoir pourquoi vous n'êtes plus là. Pendant longtemps, vous avez cru que partir sans rien dire était injuste, que vous deviez justifier chaque pas que vous faisiez, expliquer vos émotions, donner du contexte pour que l'autre comprenne. Mais la vérité est que celui qui vous apprécie vraiment n'a pas besoin que vous lui expliquiez votre douleur pour reconnaître qu'il vous a blessé. Et celui qui vous ignore, vous humilie ou vous manipule, ne comprendra pas non plus ce que vous dites. Il va seulement utiliser vos mots pour reprendre le contrôle de la narration. C'est pourquoi cette première leçon est si importante. Il s'agit de retirer l'accès, émotionnel, mental, physique, communicatif, sans discours, sans alerte, sans préparatif. Vous ne fuyez pas, vous protégez ce qui vous reste de vous. Vous ne punissez pas, vous récupérez votre espace intérieur. Le respect qu'on ne vous a pas donné, vous vous le donnez en vous éloignant. Cette action n'est pas facile, parce qu'une partie de vous veut être comprise, qui espère encore que l'autre réagira, qu'il s'excusera, qu'il valorisera ce qu'il est en train de perdre. Mais cette attente est un poison. Elle vous maintient pris dans un cycle où le pouvoir est toujours hors de vous. Et le silence est la sortie de ce cercle vicieux. C'est la coupure qui cesse d'alimenter une connexion brisée. Retirer l'accès n'est pas seulement arrêter de répondre aux messages ou bloquer un numéro. C'est un acte interne de détachement. C'est décider que vous n'allez plus prêter vos pensées à celui qui n'a pas su les protéger, que vous n'allez plus vous épuiser à essayer de prouver votre valeur à celui qui a décidé de l'ignorer. Et cette décision, bien qu'invisible, se ressent. Elle se transmet, parce que celui qui jouait avec votre temps, avec votre affection ou avec votre présence, se heurte maintenant à un mur. Et ce mur a été construit avec dignité. Vous n'avez pas besoin de poster un statut pour qu'il sache que vous êtes fatigué.
Vous n'avez pas besoin d'écrire une lettre que personne ne lira avec le cœur ouvert. Vous n'avez pas besoin d'annoncer votre départ. Celui qui vous a perdu le saura quand il ne vous trouvera plus, quand son accès aura été supprimé sans scandale, sans drame et sans un seul mot. Ce type de force n'est pas agressive. Elle est élégante. Elle ne cherche pas la vengeance. Elle cherche la libération. Elle vous sort du combat qui n'a plus de sens, de l'explication qui n'allait jamais être comprise, du besoin de validation qui ne fait que vous affaiblir. Ici, il ne s'agit pas d'orgueil, il s'agit d'auto-respect. Si quelqu'un n'a pas pris soin de votre présence, il ne mérite pas d'explication pour votre absence. Si quelqu'un a joué avec vos émotions, il n'a pas le droit de savoir comment vous vous sentez. Si quelqu'un s'est moqué de votre dévouement, il n'a pas besoin de savoir que vous êtes blessé. Parce que le silence n'est pas de l'indifférence, c'est de la clarté. C'est la voix mature de celui qui a compris que parfois le plus sage est de se taire et de s'éloigner. C'est le premier pas du retrait stoïcien, l'acte silencieux qui initie votre transformation. N'expliquez à personne pourquoi vous êtes parti, que le vide que vous laissez parle pour vous. 2. Monte de niveau en privé. Un arbre ne fait pas de bruit lorsqu'il grandit, mais ses racines se développent sous terre jusqu'à ce qu'un jour, son ombre change tout. C'est ainsi que tu dois grandir maintenant, en silence, sans demander d'attention, sans donner d'explication, sans essayer d'impressionner qui que ce soit. Parce qu'après avoir retiré l'accès, ce qui suit n'est pas de chercher à être remarqué, c'est monter de niveau sans l'annoncer. La plus grande erreur après s'être éloigné d'une relation toxique ou d'un environnement qui t'a épuisé est de croire que tu dois prouver que tu vas mieux. C'est tomber dans le piège de vouloir montrer que tu souris maintenant, que tu vas bien, que tu avances. Mais ce besoin d'être observé est encore une forme de dépendance. Tu leur donnes encore du pouvoir si tu attends qu'ils le remarquent. Ce qui est vraiment puissant, c'est quand tu le fais pour toi, pas pour les autres. Monter de niveau en privé ne signifie pas te cacher. Cela signifie que tu arrêtes de chercher une validation externe, que ta croissance cesse d'être une façon de montrer quelque chose à quelqu'un d'autre et devient un acte sacré de respect de soi. Tu travailles sur toi parce que tu le mérites, pas parce que les autres te voient. Tu lis, tu t'améliores, tu t'entraînes, tu te reposes, tu te reconstruis. Non pas pour prouver un point, mais pour te retrouver. Ce type d'évolution n'a pas besoin d'applaudissements ni de témoins, et c'est précisément pour cela qu'il est si fort. Parce que tu n'es plus sur scène, tu es en processus. Personne n'a besoin de savoir combien de fois tu es tombé, ni combien de fois tu t'es relevé. C'est à toi. Et quand tu en fais quelque chose d'intime, tu ne deviens pas seulement plus fort, tu deviens aussi plus libre. Les gens qui t'ont sous-estimé une fois s'attendront à te voir traîner, souffrir, stagner. Et c'est bien qu'ils le croient, tu n'as pas à les corriger, tu n'as rien à prouver. Parce que la vengeance la plus élégante n'est pas celle qui se voit, c'est celle qui devient une réalité qu'ils ne peuvent pas toucher. Dans une nouvelle vie qui n'a pas besoin de leur approbation. Dans une stabilité qui ne s'achète pas avec de l'attention, mais avec un travail interne. Tu n'as pas non plus besoin d'accélérer ton processus pour montrer des résultats. La précipitation est aussi une forme d'anxiété déguisée. Laisse ton progrès mijoter lentement, qu'il mûrisse dans les profondeurs de ton propre esprit. Tout comme le métal est trempé dans le feu, tu es trempé dans la patience, dans le silence, dans le calme. Et cela ne se montre pas avec des photos, cela se reflète dans ton regard, dans ton énergie, dans ta présence. Monter de niveau en privé est aussi une façon de protéger ton énergie, parce que chaque fois que tu partages tes progrès avec quelqu'un qui ne te respecte pas, tu exposes ton processus à des jugements inutiles, à des commentaires déguisés en conseils, à des regards qui ne célèbrent pas, qui sont en compétition. Grandir en privé, c'est fermer la porte de l'âme pour que tu sois le seul à savoir ce que tu construis à l'intérieur. Et quand viendra le moment, les résultats parleront pour toi. Tu n'auras pas à expliquer quoi que ce soit, parce que ta vie sera la preuve de ta transformation. Cette leçon est un acte de stratégie émotionnelle.
Parce que pendant que les autres restent attachés au bruit, tu choisis le silence comme espace sacré de reconstruction. Ici, il n'y a pas de vengeance, il y a de l'évolution. Il n'y a pas de colère, il y a de la concentration. Il n'y a pas de désespoir, il y a de la direction. Il n'y a pas de cri, il y a de l'intention. Quand tu montes de niveau sans l'annoncer, personne ne peut t'arrêter, personne ne peut te saboter, personne ne peut se préparer à te contrer. Simplement un jour, tu n'es plus là où ils t'ont laissé. Tu as grandi, tu as guéri, tu as changé. Et le meilleur de tout, c'est qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'intervenir. Parce que tu l'as fait seul et tu l'as fait en silence. 3. Deviens émotionnellement inaccessible. Une maison peut rester debout, mais si tu changes la serrure, tout le monde ne peut plus entrer. Il en va de même pour l'âme. Tu peux rester présent dans la vie des autres, mais sans leur permettre d'accéder à ton monde intérieur. C'est devenir émotionnellement inaccessible. Ce n'est pas devenir froid, c'est protéger ce que tu as de plus précieux. Ta paix intérieure. Après t'être retiré et avoir commencé à grandir en silence, vient le moment de faire quelque chose que peu de gens réussissent, fermer les portes émotionnelles par lesquelles tu étais auparavant drainé. Et cela ne consiste pas à mettre une armure, ni à prétendre que tu ne ressens rien. Il s'agit de cesser de donner ton énergie à ceux qui ne savaient pas quoi en faire. Parce qu'être émotionnellement accessible à tout le monde est une forme d'auto-abandon. Tu permets aux émotions des autres d'envahir ton esprit, de contrôler ton humeur et de définir ta valeur. La personne émotionnellement inaccessible n'est pas insensible. C'est quelqu'un qui a appris à reconnaître quelles situations méritent son attention et lesquelles ne le méritent pas, qui ne réagit plus impulsivement, ni ne s'épuise à donner des explications à ceux qui cherchent simplement à l'épuiser davantage, qui ne se lance plus dans des discussions vaines, ni n'a besoin de justifier sa distance, parce qu'il sait que sa paix n'a pas de prix. C'est difficile au début, surtout si tu as grandi en croyant que tu devais tout donner pour être aimé. Si on t'a appris que d'être disponible pour tout le monde faisait de toi une bonne personne. Mais ce que personne ne t'a dit, c'est que cela te laisse exposé, vulnérable face à ceux qui ne sont pas dans ta vie pour prendre soin de toi, mais pour utiliser ta sensibilité comme une arme contre toi. C'est pourquoi ce point est une révolution interne. Devenir émotionnellement inaccessible implique aussi de cesser de réagir aux provocations. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est du self-control. Si quelqu'un t'attaque, mais que tu ne réponds pas, ils sont confrontés à un vide qui les déconcerte. Ils attendaient ta colère, tes larmes, ton explication. Mais tu ne donnes plus cela. Parce que tu as compris que chaque fois que tu réponds à quelqu'un qui ne te respecte pas, tu lui donnes du pouvoir sur toi. Et ce pouvoir n'est plus à vendre. Cela signifie aussi ne pas trop t'expliquer. Quand quelqu'un te maltraite ou t'ignore, et que tu ressens le besoin d'expliquer pourquoi cela t'a fait mal, tu essaies de convaincre quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas te voir. Quel est l'intérêt de continuer à parler à un mur en espérant de la compréhension? Il est sage de garder tes mots pour toi, pour ton journal, pour ton processus. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui explosent, ce sont celles qui ne permettent plus aux émotions des autres de dicter leurs mouvements. Celles qui n'ont pas besoin de dire tout ce qu'elles ressentent pour valider qu'elles ressentent. Celles qui deviennent une forteresse émotionnelle, accessible pour ceux qui les respectent, inaccessible pour ceux qui ont déjà prouvé qu'ils ne méritent pas cette proximité. Devenir quelqu'un d'émotionnellement inaccessible est un acte de soin de soi avancé. Tu ne cherches plus à être compris, tu cherches à être en paix. Tu ne supplies plus pour une connexion, tu choisis la qualité. Tu ne partages plus par impulsion, tu partages par confiance. Et cette différence change toute ta vie. Ne te cache pas, élève simplement ton standard. Si quelqu'un doit avoir accès à toi, c'est parce qu'il a prouvé qu'il le mérite. Parce que celui qui joue avec ce que tu ressens ne mérite pas de toucher à nouveau ce que tu as guéri. Et celui qui n'était pas là quand tu en avais le plus besoin ne devrait pas être là maintenant que tu vas à nouveau bien. Ferme-leur la porte émotionnelle et observe comment le respect commence à naître là où il n'y avait auparavant que de l'abus de ta sensibilité. 4.
Impose des limites sans bruit. Le feu ne prévient pas quand il brûle, il le fait simplement. Il n'a pas besoin d'expliquer ses conditions. Il n'a pas besoin d'avertissement pour être respecté. C'est ainsi que fonctionnent les limites bien posées. Elles ne crient pas, elles ne supplient pas, elles n'implorent pas la compréhension. Elles sont simplement là, fermes, silencieuses et percutantes. Si quelqu'un les franchit, il le sent. Et cela suffit. Ce point ne concerne pas les confrontations ou les menaces. Il ne s'agit pas de faire des publications passives agressives ou d'envoyer de longs textes disant que tu en as assez. Cela reste une façon de donner de l'énergie à ce qui t'épuise. La véritable limite s'impose par des actions, quand tu arrêtes de répondre, quand tu arrêtes d'être là, quand tu décides que tu ne vas plus tolérer ce que tu tolérais avant, et tu le fais sans drame, sans bruit, sans l'annoncer. Le problème avec beaucoup de limites, c'est qu'elles sont pleines de mots, mais vides de conséquences. Tu dis que tu ne reviendras pas, mais tu reviens. Tu dis que cela t'affecte, mais tu ne te retires pas. Tu dis que tu mérites plus, mais tu continues à accepter la même chose. Ainsi, tes paroles perdent du poids. Tu deviens prévisible, manipulable. Et c'est là que tu te rends compte que les vraies limites ne s'annoncent pas, elles s'exécutent. Imposer une limite en silence signifie arrêter de justifier tes décisions. Si quelque chose ne te fait pas du bien, tu t'éloignes. Si quelqu'un ne te respecte pas, tu te distancies. Tu ne le négocies pas, tu ne l'expliques pas, tu ne le supplies pas. Le respect commence quand tu arrêtes de tolérer ce qui te diminue. Tu n'as pas besoin que l'autre comprenne, tu as besoin d'être cohérent avec ce que tu sais que tu mérites. Ce type de limite est le plus impactant, parce qu'il coupe le cycle de l'épuisement émotionnel, parce qu'il rompt avec l'habitude de parler, de supplier, de répéter. Tu n'es plus en mode victime, tu es en mode décision. Et cela se voit. Les personnes qui avaient l'habitude de franchir tes barrières commencent à se sentir confuses, non pas parce que tu leur as crié dessus, mais parce qu'elles ne trouvent plus d'entrée. Ce silence leur fait comprendre que tu n'es plus disposé à négocier ta dignité. Poser des limites implique aussi de supporter le vide. Parce que souvent, quand tu arrêtes de permettre ce qui était normal avant, tu te retrouves seul. On te traite de froid, on t'accuse d'exagérer, on essaie de te faire te sentir coupable. Imposer des limites sans bruit éduque aussi. Cela enseigne à l'autre qu'il ne peut plus agir comme avant. Que tu n'es plus disponible pour les jeux, pour les manipulations, pour les dynamiques qui t'épuisaient. Et même si au début ils essaient de tester tes barrières, avec le temps ils comprendront que tu ne joues plus le même jeu. Non pas parce que tu l'as dit, mais parce que tu l'as soutenu. Tu décides qui a accès à ton énergie. Tu décides combien tu donnes, combien tu tolères, combien tu permets. Et cela ne se discute pas, cela s'exerce. Cela devient une partie de ta présence. Cela se perçoit dans ta façon d'agir, dans tes silences, dans tes retraits. Arrête de vouloir être compris par ceux qui ne comprennent que le langage du contrôle. Arrête d'essayer de faire changer les autres. Change-toi. Fais de ton énergie quelque chose de si sacré que celui qui veut être prêt doit le mériter. Et s'ils ne le méritent pas, ils ne seront simplement pas là. Non par haine, pour la paix, pour le respect de soi, pour l'évolution. Parce que quand tes limites parlent plus fort que tes mots, tu commences à vivre à partir d'un endroit où l'amour de soi n'est pas mendiant. Il s'établit, sans bruit, sans permission, sans culpabilité. 5. Arrête de participer là où tu n'es pas valorisé. Un joueur peut avoir du talent, de la force et de la vision, mais s'il est dans une équipe qui ne lui passe pas le ballon, son potentiel s'éteint. Non pas parce qu'il a perdu de la valeur, mais parce qu'il est au mauvais endroit. Et le plus triste n'est pas d'être ignoré. Ce qui est vraiment destructeur, c'est de continuer à participer à un jeu où tu n'es plus pris en compte. C'est le piège. Rester et essayer d'ajouter de la valeur dans des espaces où on ne fait que te soustraire. Être présent dans un lieu où tu n'es pas valorisé n'est pas de la loyauté, c'est de l'auto-abandon. C'est comme donner de l'oxygène à celui qui t'asphyxie. C'est vouloir construire avec des personnes qui n'apparaissent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose de toi. Et tu le sais, tu le sens. Ce sentiment silencieux que tu n'es plus écouté, que tu n'es plus pris en compte, que tu es là par obligation ou par peur d'être seul.
Mais cette présence n'est pas du respect, c'est de l'usure. Il est difficile d'accepter que tu n'es pas valorisé, parce que cela t'oblige à regarder la vérité sans filtre, à arrêter de te justifier, à arrêter d'attendre, à arrêter de chercher des raisons de rester. Mais au moment où tu le reconnais, quelque chose en toi s'allume. Le respect de soi se réveille. Et alors tu comprends que continuer à participer n'est plus de la noblesse, c'est une trahison envers toi-même. Quand tu arrêtes d'insister, quand tu décides de faire un pas en arrière et de te retirer, tout commence à se mettre en ordre. Parce que le silence nettoie aussi. Parce que ton absence clarifie ce que ta présence ne pouvait plus soutenir. Tu n'as pas besoin de faire une scène, tu n'as pas besoin d'annoncer que tu pars, tu dois juste partir, quitter cet espace où on t'utilisait, où on te tolérait, où on ne te cherchait que quand cela les arrangeait. Non pas pour te venger, mais pour protéger ce que tu vaux. Ce type de retrait est un acte de maturité émotionnelle. Tout le monde ne le comprend pas. Certains le verront comme de la froideur, de l'égoïsme, de la trahison. Mais ce n'est pas le cas. C'est de la cohérence. Parce que ton temps, ta présence, ton affection sont des ressources sacrées. Et si quelqu'un ne les valorise pas, alors il ne mérite pas de les avoir. Aussi simple que ça. Rester en espérant qu'il change, c'est comme arroser une pierre en espérant qu'elle fleurisse. Peu importe combien tu essaies, ça ne va pas arriver. L'erreur n'est pas d'avoir fait confiance. L'erreur est de rester là quand tu as déjà vu tout ce que tu avais besoin de voir. L'indifférence, la moquerie, le mépris silencieux, les messages non répondus, les excuses constantes, tout cela est une réponse. Et quand tu apprends à lire entre les lignes, tu n'as plus besoin de mots pour prendre des décisions. Les faits te suffisent. Arrêter de participer, c'est aussi arrêter de justifier pourquoi tu le fais. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Tu n'as pas à expliquer pourquoi tu t'es éloigné. Celui qui ne t'a pas valorisé saura pourquoi tu t'es perdu. Et s'il ne le comprend pas, cela n'a pas d'importance non plus, parce que tu n'es plus là pour plaire. Tu es là pour te construire, pour te guérir, pour grandir. Et ce processus nécessite des espaces qui te nourrissent, pas qui t'absorbent. Pose-toi cette question chaque fois que tu te sens confus. Quelle version de moi apparaît quand je suis avec ces personnes? Si c'est une version insécurisée, silencieuse, brisée ou frustrée, alors tu as ta réponse. Ton silence sera le nouveau langage avec lequel tu communiqueras ta valeur. Tu n'as pas besoin de crier que tu pars. Tu as juste besoin d'arrêter d'être là et tu verras comment l'énergie change, comment ton esprit s'éclaircit, comment ton estime de soi se recompose. Parce que cesser de participer là où tu n'es pas valorisé n'est pas un acte de faiblesse, c'est une déclaration de force. Une qui se dit sans mots, mais se ressent comme un rugissement. 6. Désactive l'impulsion d'expliquer ta douleur. Exposer la blessure au même air qui l'a infectée ne la guérit pas, elle l'approfondit. C'est ce que tu fais chaque fois que tu essaies d'expliquer ta douleur à ceux qui l'ont causée ou à ceux qui ne se sont jamais souciés. Tu espères de la compréhension, de la validation ou au moins un minimum de signes d'empathie, mais ce que tu reçois la plupart du temps, c'est de la froideur déguisée en neutralité, de l'indifférence qui coupe plus que n'importe quel mot. Et tu finis par te demander pourquoi tu continues à saigner après avoir tout donné. Il faut rompre avec ce besoin, de manière radicale, ferme, consciente. Tout le monde ne mérite pas de savoir ce que tu as ressenti. Tout le monde n'a pas la capacité émotionnelle de comprendre ce que tu as vécu. Et continuer à donner tes émotions à des personnes qui ne savent les utiliser que comme des armes n'est pas du courage. C'est de l'auto-abandon. C'est supplier d'être vu par celui qui a décidé de t'ignorer il y a longtemps. C'est laisser les autres réécrire ton histoire sans même la connaître. Tu n'es pas obligé d'expliquer pourquoi tu as changé, pourquoi tu n'appelles plus, pourquoi tu ne souris plus de la même manière, pourquoi tu t'es éloigné. Tu n'es pas obligé de raconter comment on t'a brisé en petits morceaux. Tu n'as pas à transformer ta douleur en leçon pour celui qui n'a jamais été disposé à apprendre. Si quelqu'un te valorisait vraiment, il ne te demanderait pas d'expliquer pourquoi tu vas mal. Il le saurait, il le sentirait, il le respecterait. Cette impulsion de t'expliquer naît de l'espoir d'être compris, mais c'est un piège.
Un piège très dangereux. Parce que dans le processus de t'ouvrir, tu te dénudes à nouveau devant celui qui t'a déjà fait défaut. Et te voilà encore, attendant des mots de réconfort là où il n'y a que du vide. Rien ne te détruit plus que d'attendre de l'humanité là où il n'y a que de l'ego. Si tu as déjà vu qui est qui, pourquoi insistes-tu à te montrer vulnérable devant les mêmes yeux qui n'ont jamais su te regarder? Garder ta douleur pour toi n'est pas de la lâcheté. C'est du respect de soi. C'est de la protection. C'est savoir que tout ce que tu ressens ne doit pas être partagé, surtout avec celui qui ne saurait pas le soutenir. C'est choisir le silence comme bouclier. C'est fermer la bouche, non pas par peur, mais par sagesse. Parce que tu as compris que parler à celui qui n'écoute pas, c'est comme jeter des graines sur du ciment. Rien n'y pousse, tu t'épuises seulement. Arrêter d'expliquer n'est pas devenir froid, c'est devenir sélectif. Tes émotions sont sacrées. Ton processus est intime. Ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas du matériel de jugement, ce n'est pas un argument pour convaincre quelqu'un. Si quelqu'un n'a pas vu ce que tu valais quand tu étais présent, il ne mérite pas de comprendre ton absence. Si quelqu'un t'a ignoré quand tu pleurais, il n'a pas le droit de connaître tes motifs. Si quelqu'un a joué avec tes limites, il n'a pas besoin de savoir pourquoi il a rencontré un mur. Quand tu désactives l'impulsion de t'expliquer, tu reprends le contrôle. Tu commences à guérir de l'intérieur. Tu écris pour toi, tu penses à toi, tu travailles sur toi. Tu ne cherches plus à ce que l'autre comprenne, parce que tu as compris. Et cela suffit. Il ne s'agit plus de convaincre, il s'agit de lâcher prise. Lâcher la nécessité d'approbation, d'explication, de réponse. Parce que le silence est aussi une réponse, et souvent la plus puissante de toutes. La prochaine fois que tu ressens l'urgence d'expliquer comment on t'a brisé, souviens-toi de ceci. Celui qui veut comprendre le fera dans ton silence, et celui qui ne veut pas comprendre ne le fera pas même avec 1000 mots. Parfois, se retirer sans explication est l'acte d'amour-propre le plus fort, le plus clair, le plus nécessaire. Parce que tu ne fuis pas, tu fermes le cycle sans bruit. Et cela, même s'il ne le voit pas, change tout. 7. Transforme la blessure en direction. Les fissures ne signifient pas toujours la faiblesse. Parfois, ce sont des chemins où la lumière pénètre. Ce qui t'a fait mal n'est pas venu seulement pour te briser, il est aussi venu pour te montrer une direction. Mais tant que tu continues à voir la blessure comme une punition, tu resteras coincé dans la douleur, sans avancer, répétant mentalement ce que tu ne peux plus changer. La transformation ne commence pas lorsque la douleur disparaît, mais lorsque tu décides de l'utiliser comme un élan pour te déplacer vers l'endroit où tu mérites vraiment d'être. Il ne s'agit pas de romantiser la souffrance ni de prétendre que tout a un but dès la première seconde. Il y a des coups qui confondent. Il y a des pertes qui ne sont pas comprises au début. L'important n'est pas de trouver un sens immédiat, mais de ne pas rester paralysé. Te demander ce que tu peux faire avec ce qui t'a fait mal. Comment tu peux transformer cette cicatrice en une boussole. Transformer la blessure en direction signifie arrêter de vivre à partir de ce qu'on t'a fait et commencer à vivre à partir de ce que tu choisis maintenant. C'est quand tu dis « cela m'a marqué, mais cela ne me définit pas. Cela m'a fait mal, mais cela ne va pas guider ma vie par inertie. » Et tu commences à prendre des décisions différentes. Plus à partir du manque, mais à partir de la clarté. Plus pour éviter que cela ne se reproduise, mais pour construire quelque chose de plus solide, de plus digne, de plus à toi. Ce point est clé, parce que beaucoup restent bloqués ici. Ils répètent des liens, justifient des mauvais traitements, reviennent à ce qui les a blessés simplement parce que c'est familier. Ils deviennent accros au cycle. Et la douleur, au lieu d'ouvrir les yeux, devient une encre. C'est pourquoi il est si nécessaire de s'arrêter, observer et te demander avec honnêteté « Qu'est-ce que cela m'enseigne? Où cette expérience me pousse-t-elle? Quelle version de moi-même ne peut plus exister si je veux avancer ?» Ce n'est pas facile, parce que se transformer fait plus mal que la blessure initiale. Cela t'oblige à lâcher des excuses, à te regarder sans filtre, à prendre des décisions qui n'ont pas toujours des applaudissements. Mais c'est là que tu deviens fort.
où tu comprends que tout ce chaos que tu as vécu avait une fonction, te faire choisir une nouvelle direction, une direction plus alignée avec toi, avec tes valeurs, avec ta dignité. Arrêter d'utiliser la blessure comme justification et commencer à l'utiliser comme moteur change toute ton énergie. Change ton langage, tes habitudes, tes relations. Tu ne cherches plus des coupables, tu cherches des chemins. Tu ne répètes plus des histoires, tu en écris de nouvelles. Et la douleur est toujours là, mais elle ne crie plus. Cette transformation est silencieuse, personne d'autre ne la voit au début. Mais tu la sens, dans la façon dont tu te parles, dans la façon dont tu poses des limites, dans la façon dont tu choisis tes espaces, dans la façon dont tu n'acceptes plus moins que ce que tu sais que tu mérites. C'est un type de force qui ne se montre pas avec fierté, mais avec présence. Une sérénité que tu n'avais pas avant. Une direction qui est maintenant à toi. Les blessures les plus profondes ne se ferment pas avec le temps, elles se ferment avec l'action. Action consciente, action alignée. Action qui naît du respect pour ce que tu as vécu et de l'engagement envers ce que tu vas construire. Tu n'es pas brisé, tu es redirigé. Tu n'es pas perdu, tu te réveilles. Tu n'es pas faible, tu prends forme. Et quand tu le comprends, tu ne regardes plus ta douleur avec pitié. Tu la regardes avec gratitude. Non pas parce que tu en avais besoin, mais parce qu'elle t'a poussé à te voir. Et cette rencontre avec toi-même, bien qu'elle fasse mal, est la base de toute transformation réelle, parce que tu ne marches plus à partir de la blessure, tu marches à partir du choix, et cela change tout. 8. Disparaître avec dignité. Une ombre ne crie pas quand elle s'éloigne, elle se retire simplement avec le soleil. Ainsi doit être ton départ, des lieux où tu n'es plus le bienvenu, où ta valeur a été ignorée, où ta présence est devenue invisible. Tu n'as pas besoin de claquer la porte, ni de laisser des mots flotter dans l'air pour montrer que tu es blessé. La véritable force se voit chez celui qui part sans avoir besoin d'être vu, parce qu'il comprend que la dignité ne se négocie pas, elle s'incarne. Disparaître avec dignité n'est pas disparaître de la vie, c'est disparaître du conflit, du jeu émotionnel, du lieu où on te rabaisse pour se sentir supérieur. C'est cesser d'être là où tu t'épuisais à essayer d'être compris. C'est prendre tout ce que tu as appris, recueillir ta paix et faire demi-tour sans regarder en arrière. Pas par orgueil, par intelligence émotionnelle, par respect de soi. Beaucoup pensent que partir sans explication est lâche, mais il faut plus de courage pour se retirer en silence que pour rester à mendier de la reconnaissance. Il faut de la force pour accepter qu'il n'y a plus rien à dire, que la conversation s'est terminée il y a longtemps, même si les mots continuent d'essayer de sauver ce qui n'existe que dans ta tête. Quand tu disparais avec dignité, tu ne perds pas. Tu choisis de ne plus lutter pour ce qui a perdu de la valeur. La sortie sans scandale déconcerte, parce que celui qui a joué avec toi attend une réaction, une supplication, une explosion émotionnelle qui lui confirme qu'il a encore du pouvoir. Mais quand il ne l'obtient pas, quand il ne reçoit que ton silence en réponse, il comprend qu'il a perdu quelque chose qu'il ne récupérera jamais. Non pas parce que tu l'as perdu, mais parce que tu as décidé de ne plus offrir l'accès à ce qui était autrefois sacré. Ton dévouement, ton attention, ta vulnérabilité. Ce type de disparition n'est pas de l'indifférence, c'est de la maturité. Tu ne cherches plus à blesser ni à laisser une empreinte forcée. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu es parti parce que tu n'avais plus rien à donner, parce que tu as compris que ton énergie n'est pas infinie et que rester là, c'était continuer à t'éteindre. Et tu n'es pas venu dans ce monde pour te réduire, pour t'adapter. Tu es venu pour t'agrandir là où on te comprend sans que tu aies besoin de t'expliquer tout le temps. Cela implique aussi de disparaître des conversations qui ne te nourrissent pas, des dynamiques qui se répètent comme un cycle toxique, des lieux où ta présence ne sert que de joker émotionnel. Tu ne fuis pas, tu te libères. Tu ne punis pas, tu choisis. Parce que tu en as eu assez de te mettre en second plan en attendant d'être vu. Et tu as décidé que la priorité, c'est toi. Disparaître avec dignité, c'est l'art de se retirer en laissant clair, sans mots, que ce que tu as perdu ne se compare pas à ce que tu vas récupérer maintenant que tu es en paix.
que le silence n'est pas une faiblesse, c'est une décision, que ton absence ne cherche pas à causer du tort, elle cherche à restaurer l'ordre interne. Tu n'as pas besoin de laisser des marques pour prouver que tu étais là. Ton changement sera évident quand tu ne seras plus disponible pour ce qui te brisait auparavant. Quand tu partiras, ne regarde pas en arrière, parce que celui qui t'a perdu n'a pas besoin de te voir partir pour s'en rendre compte. L'écho de ton silence sera suffisant. Et toi, en revanche, tu seras de l'autre côté, en train de te reconstruire loin du bruit, avec plus de dignité, plus de clarté et plus de force que jamais.